Le gras, il a été pointé du doigt, en fait, parce que il y a eu un gros effort de la part des industriels du sucre, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, pour cacher les effets nocifs du sucre. Vous écoutez Révolutions alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition. Aujourd'hui, je reçois Camille Lassalle. Nous allons parler de sucre. Je connais Camille depuis plus de 15 ans. Elle était avec moi en école d'agronomie, sur les bancs de la spécialité nutrition. Elle est joyeuse, elle est brillante, elle est venue depuis Barcelone, elle est contralto à la chorale et elle a préfacé un de mes livres de recettes. Après un master de santé publique, Camille fait sa thèse en épidémiologie nutritionnelle à la Sorbonne, étudiant les associations entre l'alimentation et les maladies cardiovasculaires, notamment dans la fameuse étude Nutrinet Santé. Elle passe ensuite 5 ans comme chercheuse post-doctorale à Londres. Elle vit depuis 2019 à Barcelone, où elle a travaillé pendant 3 ans au centre de recherche de l'Hospital del Mar. Elle vient d'obtenir un poste de chercheuse à l'Institut de santé globale de Barcelone, où elle étudie entre autres les impacts de l'alimentation au niveau moléculaire, notamment l'épigénétique. Elle va commencer un nouveau projet sur la chrononutrition. Au-delà de la qualité et de la quantité de ce que nous mangeons, est-ce qu'il est important de savoir quand nous le mangeons ? Et en attendant de parler chrononutrition avec Camille, nous allons parler de sucre. Non pas de la capitale constitutionnelle de la Bolivie, mais de cet aliment addictif pour les petits et pour les grands. Nous aimons le sucre et les industriels l'ont bien saisi. Ils en mettent partout, y compris dans des aliments que l'on imagine a priori non sucrés, comme les condiments ou les plats préparés. Le sucre est un exhausteur de goût d'une grande efficacité pour faire vendre. La consommation de sucre a explosé depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les biscuits, desserts sucrés, céréales, jus de fruits et autres sodas. Nous avions rendu grâce au gras il y a quelque temps, proclamant avec Alexandre Astier que le gras était la vie. Et voici donc maintenant notre nouvel ennemi, j'ai nommé le sucre, qu'il va falloir identifier, guetter sur les étiquettes, réduire et apprendre à remplacer. Et c'est Camille qui va nous accompagner dans ce voyage. Bonjour Camille. Bonjour Louise. Raconte-nous en 2 mots ton parcours, comment est-ce qu'on quitte les bancs d'une école d'agronomie à Paris pour se retrouver chercheuse à Barcelone ? Vraiment, le déclic, c'était quand, en école d'agronomie, en spécialité nutrition, j'ai découvert la discipline de l'épidémiologie et je me suis dit qu'on pouvait faire de la recherche sans être avec une pipette dans un laboratoire ou à tuer des pauvres petits rats qui n'avaient rien demandé. Donc, c'est pour ça que je suis partie à Londres et de là... j'ai finalement plus trop eu envie de rentrer et c'est pour ça que maintenant je suis à Barcelone. Et justement, je parlais en introduction de la fameuse étude Nutrinet. Je me souviens auquel moi j'avais participé, juste en tant que participante à distance, en notant donc chaque semaine, chaque mois ce que je mangeais, ce que je buvais. Tu participais à ça toi aussi, oui. Donc côté recherche. Est-ce que du coup, avant d'attaquer même sur le sujet du sucre, tu pourrais nous dire quelles seraient un peu à la lumière aussi de cette étude-là peut-être, quelles seraient tes grandes recommandations nutritionnelles pour nos auditeurs ? Moi, ma recommandation, en fait, elle est assez simple et elle rejoint ce que vous aviez déjà commenté dans ce podcast dans plusieurs épisodes précédents. C'est une alimentation finalement méditerranéenne, on va dire, vraiment orientée sur tout ce qui est végétal, les légumes, les fruits, les légumes secs, les noix, les oléagineux. Les céréales, il faut mieux qu'elles soient complètes. Et ensuite, faire une consommation plus modérée des aliments d'origine animale, comme le fromage, les œufs, et vraiment ce qui est viande rouge par exemple, essayer de le limiter le plus possible. Ah, et évidemment, j'ai oublié de mentionner le poisson qui est important de consommer aussi. Le principe de base, c'est un aliment qui a déjà une liste d'ingrédients longue comme le bras, c'est pas un bon signe. Et donc pouvoir l'avoir cuisiné soi-même, c'est soit on le cuisine soi-même, soit on se dit qu'on aurait pu le cuisiner soi-même. C'est un bon indicateur d'une alimentation déjà qui commence à être plus équilibrée. Donc l'alimentation méditerranéenne, et c'est pour ça que tu t'es installée à Barcelone peut-être, pour être au bord de la Méditerranée ? En partie, oui. Un peu mieux que Londres. Pour attaquer sur le sujet du sucre, on dit que c'est très mauvais pour la santé aujourd'hui. On dit que jadis c'était plutôt le gras qui était pointé du doigt et que maintenant c'est le sucre. J'ai lu moi récemment une étude qui disait que c'était aussi addictif que la coke. Pour revenir sur la première partie de la question, le gras, il a été pointé du doigt en fait parce que
il y a eu un gros effort de la part des industriels du sucre, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, pour cacher les effets nocifs du sucre et donc essayer de pointer le doigt le plus possible tout ce qui est graisse saturée, cholestérol, en sachant que en fait, il y a carrément des études entières et des rapports entiers sur des effets néfastes du sucre qui ont été cachés. C'est 40-50 ans plus tard que finalement il y a enfin des études avec moins de conflits d'intérêts qui ont commencé à montrer que le sucre, tout autant que le gras, si c'est en excès, peut avoir des effets néfastes. Donc oui, on parle d'effets néfastes du sucre clair et net sur les caries, par exemple. On sait que ça augmente le risque de caries. Et pour tout ce qui est santé plus générale de notre corps, il y a des effets démontrés sur le risque de surpoids, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires en général. Et puisqu'il y a un impact potentiel sur le surpoids et l'obésité, on sait que l'obésité est soi-même un facteur de risque de plusieurs autres maladies. On l'a vu avec le Covid, que les personnes qui souffrent d'obésité avaient souvent plus tendance à souffrir de symptômes plus graves du Covid, ou aussi même le cancer. L'obésité est un facteur de risque de cancer. Donc indirectement, même si c'est pas forcément un effet direct du sucre, oui, le sucre est nocif. Maintenant, pour parler de l'addiction, c'est vrai qu'il y a un parallèle entre le sucre et les drogues comme la cocaïne. On sait qu'en fait, la consommation de sucre, ça a certainement conféré un avantage évolutif à l'humain aux périodes où c'était beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture dans la nature. Donc en fait, il y a des signaux dans le cerveau qui s'allument pour nous donner du plaisir instantané quand on mange du sucre et pour nous dire ça c'est une nourriture qui peut nous apporter beaucoup de calories rapides qui vont pouvoir nous faire fonctionner notre corps de la bonne manière. Et donc c'est pour ça que on ressent tant de plaisir à manger du sucre et puis à partir du moment où on n'en a plus, on a envie d'en retrouver. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec l'addiction et avec les drogues, où peut-être que si on répète ce cycle des jours, des années durant, on a une espèce d'addiction où on recherche cette sensation de plaisir et quand on l'a pas, on a des neurotransmetteurs comme la dopamine qui sont cette fameuse molécule du plaisir. Si les niveaux de dopamine sont bas quand on n'a pas assez de sucre, on peut être un peu déprimé et avoir envie de remanger du sucre. Donc c'est pour ça qu'il y a ce parallèle. Mais c'est amusant que tu mentionnes le plaisir. J'y pensais tout à l'heure quand tu parlais des grandes recommandations nutritionnelles et du régime méditerranéen. Le plaisir, moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup en nutrition. On a fait un épisode sur la permaculture en cuisine et c'est vraiment pour moi un pilier. Et du coup, je fais le parallèle là, en t'écoutant, en me disant finalement, ce plaisir qui est primordial, on est bien d'accord quand on mange, et essayons d'aller le chercher ailleurs que dans un produit très sucré. Mmh. Et je pensais aussi au microbiote en t'écoutant parce qu'on vient de faire une émission sur le sujet. J'imagine que le microbiote aime pas trop qu'on le nourrisse directement avec du sucre en poudre. Oui, effectivement, jusque-là on parlait de sucre, c'est le sucre en poudre et c'est ce fameux sucre blanc qu'on peut considérer le plus nocif. Et oui, le microbiote, comme finalement un indicateur d'une flore intestinale la plus saine possible, c'est la diversité des souches bactériennes. Et ça reflète le fait qu'il faut aussi que notre alimentation elle soit le plus diverse possible, avec beaucoup d'aliments riches en fibres, riches en vitamines et en d'autres micronutriments. Et donc un seul type d'aliment ou se spécialiser sur des aliments très gras ou très sucrés uniquement, ça va jamais être une bonne idée. Et ce qu'il faut, c'est la diversité. Donc non, si on mange que des danettes matin, midi et soir, la microbiote va pas être très contente. C'est amusant que tu mentionnes aussi la diversité. Pour moi, c'est vraiment ça, les 3 piliers, plaisir, diversité et végétalisation. Tu parlais de ça aussi au début dans le cadre du régime méditerranéen. Peut-être qu'il est temps de parler de la grande famille des glucides et peut-être de nuancer un petit peu les propos en fonction des différents types de sucres qu'on va intégrer. Oui.
Bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de confusion. Il y a les sucres, mais en fait, c'est ce qu'on appelle les glucides, la grande famille des glucides. Et dedans, on va distinguer l'élément de base, la pièce de Lego de base, qui sont les monosaccharides, qui sont juste des molécules comme le glucose ou le fructose. Et ensuite, ces molécules, elles peuvent s'assembler et être à deux. Dans ces cas-là, ce serait des disaccharides. Donc, le sucre blanc est un disaccharide, c'est un glucose et un fructose ensemble. Et donc là, ces deux types de molécules, les mono- et disaccharides, qui sont des petites molécules, elles sont assimilées très rapidement au moment où on les mange et elles vont très rapidement passer dans le sang et faire augmenter ce qu'on appelle la glycémie, donc le sucre sanguin. Et le corps doit réagir très vite pour essayer de rabaisser ce taux de sucre sanguin à un niveau plus constant. Donc, ces deux premiers types de sucre, le glucose les mono et les disaccharides sont ce qu'on appelle les sucres rapides. Et ensuite, on a les sucres lents, qui sont des polysaccharides, et dans ce cas-là, ce sont des molécules beaucoup plus grosses, qui sont une grosse chaîne de ces petites pièces de Lego, et ces sucres, ils sont assimilés plus lentement, parce qu'il faut d'abord faire le travail de couper les liaisons entre ces molécules, et c'est pour ça que ça va pas provoquer un pic directement de glycémie, mais ça va s'étaler plus longtemps dans le temps. Et enfin, il faut mentionner aussi les fibres alimentaires qui sont aussi des polysaccharides, mais là carrément le corps n'est pas capable de couper les liaisons. Il y a besoin vraiment là de la microbiote, des bactéries qu'on a dans l'intestin, et elles sont pas digestibles. Ces fibres. Donc ce sont des glucides qui n'apportent pas de calories au corps. Et peut-être me faire un tout petit parenthèse là sur les étiquettes. Quand vous voyez sur les étiquettes, vous avez la composition nutritionnelle, c'est obligatoire sur tous les produits que vous allez acheter, les produits transformés, quand il y a une étiquette. Vous avez entre autres les glucides total pour 100 grammes et dont sucre, un petit tiret, un petit alinéa. Et c'est intéressant de regarder ça quand vous achetez un produit parce que le taux de sucre peut être très élevé. Si tu prenais donc l'exemple d'une crème dessert, voilà, vous pouvez voir les glucides vont être globalement que des sucres rapides là, donc glucides 20 grammes peut-être pour 100 grammes, ce qui est énorme, dont sucre 20 grammes aussi. Par contre, si vous allez peut-être, je sais pas, manger des pâtes cuites, c'est pas forcément écrit sur l'emballage, mais si ça peut être écrit sur un emballage de pâtes que vous achetez même avant de les cuire, vous allez avoir glucides totaux peut-être 60-70 grammes, parce que c'est beaucoup de glucides complexes, comme tu l'as dit, d'amidon, dont sucre simple très faible. Donc c'est intéressant de regarder ça. Au niveau sucre lent, c'est bien d'en manger. Tu parlais des céréales complètes. Par contre, les sucres rapides, avoir un œil sur des produits transformés, il faut quand même que ce soit, à mon avis, en dessous de la barre des 20. C'est même compliqué de trouver des biscuits qui sont en dessous de 20. Et même, à mon avis, c'est intéressant de le faire en dessous de 10. Et du coup, d'où l'intérêt de faire soi-même ses yaourts ou d'acheter des yaourts nature, de faire soi-même ses desserts en réduisant la quantité de sucre. On va y revenir. Avant ça, parlons d'index glycémique. Tu parlais de la glycémie dans le sang. Plus un aliment a un index glycémique fort, plus il doit être jugé comme toxique pour nos cellules. Peut-être que j'exagère avec ce mot toxique, tu vas nous le dire. C'est quoi l'index glycémique ? À quoi ça sert de le mesurer ? Et peut-être donne-nous quelques exemples d'aliments ayant un index glycémique très fort. Moi, j'ai en tête des choses auxquelles on s'attendrait pas, comme une banane très mûre. Et quelques autres aliments ayant un index glycémique très faible. Donc, c'est pour revenir à cette notion des sucres simples qui pénètrent rapidement dans la circulation sanguine et qui donc augmente rapidement le taux de sucre dans le sang. Donc l'index glycémique, il mesure pour chaque aliment cette réaction, la rapidité avec laquelle le sucre est assimilé et fait augmenter la glycémie dans le sang. Donc l'objectif, c'est pour qu'un aliment soit plus sain avec un index glycémique plus faible, c'est de retarder ce pic de glycémie, voire qu'il n'y ait pas de pic du tout, que ça s'étale dans le temps. Donc
un index glycémique fort, c'est un pic, une courbe en V inversée, très très pointue, très rapide, alors qu'un index glycémique faible, c'est une courbe beaucoup plus plate et donc qui génère moins de stress finalement à l'organisme pour devoir réagir rapidement. Donc pour donner des exemples, en fait d'index glycémique faible, eh bien tous les légumes verts par exemple avec le moins même d'amidon possible, parce que l'amidon si c'est en plus en grande quantité, il va finalement être coupé et être libéré, alors que des légumes qui sont majoritairement riches en fibres, ils vont avoir un index glycémique plus faible. Et effectivement, de l'autre côté du spectre, un index glycémique élevé, donc à éviter. On a tout ce qui est évidemment le sucre blanc par définition, mais des fruits très mûrs par exemple, ou même la courge butternut. Ah, je ne savais pas. Et j'allais dire, moi... C'est la même chose, le potiron ou la courge butternut? Alors, c'est 2 légumes différents qui appartiennent à la grande famille des cucurbitacées, mais effectivement, ils sont très sucrés. Des fois, c'est vrai qu'on a l'idée de légumes. Alors, pommes de terre, n'en parlons pas, mais légumes égale bon pour la santé. On a des légumes qui sont aussi très sucrés. Moi, d'ailleurs, parfois, je sucre les gâteaux avec ces légumes cuits. Mais ça permet de remplacer les sucres blancs. Mais attention, il y a quand même du sucre dans les gâteaux, puisqu'ils sont très sucrés. Moi, je pense souvent à la baguette. Comme index glycémique, on est à 95. La baguette blanche, on en donne aux enfants, on a l'impression que c'est sain. Galette de riz aussi, il me semble très transformée, avec un index glycémique très élevé. Est-ce que il y a des études récentes sur le sujet d'ailleurs de l'index glycémique? Eh bien, disons qu'on peut, à partir de de la définition de l'index glycémique, on peut définir un régime à index glycémique faible, et il a été montré très récemment que pour les personnes qui souffrent de diabète, effectivement, suivre un régime à index glycémique faible fonctionnait pour réduire l'hémoglobine glyquée, donc un marqueur du diabète, mais aussi pour perdre du poids et réguler même la tension artérielle. Maintenant, quand on parle de la population plus générale, il y a moins d'études, mais l'accumulation d'études jusque-là semble indiquer que suivre ce type de régime, c'est une bonne idée pour tout un tas de marqueurs cardio-métaboliques. Voici une liste d'aliments à fort index glycémique. Pommes de terre au four, pommes de terre sautées ou frites, farine de blé blanche T45, baguette blanche, riz à cuisson rapide, galette de riz soufflé, pain de mie, riz blanc standard, sucre blanc, sucre roux, cassonade, dattes et pastèques. Et voici une liste d'aliments à faible index glycémique. Ail, artichaut, chou-fleur, courgettes, haricots verts, oignons, poireaux, poivrons, radis, lentilles corail, pois cassés, farine de lupin, son d'avoine et de blé, graines de chia, sarrasin, pâte intégrale, sirop d'agave, chocolat noir à 85%, pamplemousse, fruits rouges, rhubarbe et pruneaux. Alors on parlait justement de diminuer le sucre, on en a parlé au moment de regarder, justement de faire les choses maison quand on a le temps, même de façon très simple, en diminuant. Moi typiquement dans une recette lambda, je divise toujours la quantité de sucre par 2 au moins. Et c'est aussi une habitude à prendre, et après on vit très bien comme ça. Je parlais aussi de remplacer par des purées de légumes. Moi j'ai écrit un livre sur le sujet, des légumes en dessert, où on remplaçait dans les desserts le sucre blanc par des purées de légumes, par des légumes. Alors ça peut être potimarron, pommes de terre, haricots rouges, légumineuses, mais aussi parfois par des légumes un petit peu plus amusants. Par quoi tu remplacerais toi le sucre blanc? Quid, on n'a pas parlé du sucre de canne, du sucre complet, est-ce qu'ils sont un petit peu plus sains que le sucre blanc? Et puis on parle aussi beaucoup de miel et de sirop d'agave, peut-être bien de faire un peu le point sur tous ces ingrédients. Oui, c'est important de faire le point. Déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que ça reste des sucres simples qui vont pénétrer très rapidement dans le sang. Donc, il faut pas se dire c'est parce que c'est du sucre de canne que tout d'un coup ça n'a plus les effets du sucre. Donc
il faut quand même penser que si on réduit la quantité, c'est toujours une bonne idée. Mais le sucre blanc, il est extra raffiné, il est très processé, donc ça c'est vraiment une très bonne idée de le laisser tomber et de le remplacer par des sucres qui sont moins raffinés. Et par exemple le sucre complet, il va venir avec une certaine quantité de fibres, de minéraux, de vitamines, donc qui au moins peuvent apporter cela à l'organisme. Maintenant, c'est le cas aussi du miel. Donc le miel a quand même un index glycémique très élevé, on va pas se mentir, mais ça apporte beaucoup de micronutriments comme le potassium, comme le zinc, des vitamines, ça a d'autres propriétés comme anti-inflammatoires. Et par contre, le sirop d'agave, effectivement, a un index glycémique moindre que le sucre, donc ça peut être une bonne idée de l'utiliser. Et qu'est-ce que tu mets sur tes tartines, toi, le matin, Camille ? De l'huile d'olive. Tu es bien espagnole. Oui. Je sens que tu as envie de nous parler espagnol depuis tout à l'heure. Combien de sucre devrait-on manger chaque jour ? Il me semble avoir lu des recommandations de l'OMS très faibles à ce sujet pour les hommes, pour les femmes. Oui, effectivement. Donc déjà, en fait, si on n'en mange pas du tout, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de manger de sucre, surtout du sucre blanc, enfin vraiment pas du sucre blanc, mais on peut trouver tout à fait la quantité de glucides nécessaire à notre quantité d'énergie dans les fruits, dans les légumes, sans jamais devoir manger de sucre en soi. Bien sûr, on est des êtres humains, on a envie de se faire plaisir, donc la quantité maximum de sucre ajoutés, de ces sucres rapides ajoutés et aussi qu'on trouve dans les jus de fruits par exemple, parce qu'ils sont très rapides, donc ceux-là on les compte dans cette catégorie de sucre à limiter. Eh bien il faudrait que ça dépasse pas 10% de nos apports énergétiques de la journée, donc ça fait à peu près 50 grammes de sucre. Ça fait combien de jus de verres de jus ? Ça fait même 2 grands verres, j'imagine. Même. Ouais, c'est ça. Oui, même moins. Ouais, un petit peu moins. Donc ça va très vite. Donc faites comme Camille, remplacez le sucre par des légumes et de l'huile d'olive. Oui. J'évoquais la chrononutrition en introduction, donc une spécialité vers laquelle tu te diriges qui est très intéressante, qu'elle vend en poupe. Est-ce que tu nous dirais aussi à quel moment c'est peut-être mieux de manger du sucre le matin, midi, soir, ou moins pire de le manger ? Oui. Le grand principe de la chrononutrition, parce que pour l'instant il y a très peu d'études très sérieuses sur le sujet, mais il y en a un principe qui est que il est mieux de manger dans la première partie de la journée. La quantité plus importante de calories en général, c'est mieux qu'elle soit répartie entre le petit déjeuner et le déjeuner et vraiment avoir un dîner un peu plus léger. Ça, c'est un principe qui est corroboré par pas mal d'études. Maintenant, quand est-ce qu'on mange le sucre ? Puisque de toute façon, c'est mieux de ne pas en manger du tout, mais dans ce cas-là, c'est mieux le matin ou le midi et au cours d'un repas plutôt que tout seul un shot de sucre. Ça, c'est jamais une très bonne idée pour toujours cette histoire de glycémie. Moi, j'avais lu effectivement plutôt en fin de repas pour que ce soit noyé dans cette densité, ce bol alimentaire global. Exactement. Le sucre, c'est aussi un problème culturel. On va finir par ça avant de clôturer sur une recette. Comment est-ce qu'on récompense les enfants aujourd'hui en leur offrant des friandises ? Les goûters sont toujours très sucrés, ce que je vois aussi à la sortie de l'école. On sait aujourd'hui pourtant que le sucre a un caractère addictif. Il met en branle le circuit de la récompense dans le cerveau, comme la nicotine, comme d'autres drogues, on en parlait tout à l'heure. Plus ce circuit est sollicité jeune, plus le cerveau va devenir dépendant de cette addiction. Donc comment désintoxiquer les enfants ? Alors c'est une très grande question. On va faire bientôt un numéro justement spécial pour les enfants, mais est-ce que tu aurais quelques pistes, quelques idées aussi pour les parents peut-être qui nous écoutent ? C'est vrai que c'est très compliqué comme question, sans être culpabilisant, en sachant qu'on vit dans une société où il y a où les enfants, même si on contrôle ce qu'on leur donne, après ils sont à l'école, ils sont à des goûters, ça va être difficile de contrôler ce qu'ils mangent évidemment. Donc dans tout ce qui est en ton pouvoir de décider pour ton enfant, éviter encore une fois tous les produits ultra transformés ou même les jus de fruits, tant qu'à faire, il faut qu'ils soient pressés maison, mais éviter d'en donner trop parce que ça habitue assez rapidement à
à cette sensation de plaisir intense, de sucre très rapide, et donc vraiment limiter les produits transformés, ultra transformés, et faire soi-même les recettes, les gâteaux en diminuant le sucre, et surtout assouvir les envies de sucre avec des fruits finalement, ou du chocolat à 70%, des choses les moins avec une liste d'ingrédients qui soit pas trop longue, et en évitant dès le début de donner des ingrédients qui ont du sucre potentiellement caché. Oui, sinon c'est une question d'habitude et il faut rediminuer. C'est vrai qu'ici aux enfants on donne beaucoup de kéfir, on les a habitués aussi à ça, et des chocolats même à 80 voire 85, et c'est une fête pour eux vraiment de manger un carré de chocolat, mais à 85 ils ont jamais autre chose, en tout cas à la maison. Donc c'est une question aussi d'habitude, et quand on est à un niveau élevé de sucre, peut-être y aller très progressivement, se désintoxiquer en douceur. Exactement. Et pour finir, est-ce que tu as une recette à nous partager ? Oui, bien sûr. Moi, la seule recette en fait que je fais, c'est un banana bread, et le fait d'utiliser la banane qu'on vient de mentionner à un index glycémique fort, donc enlever complètement le sucre de la recette, et juste au lieu d'avoir 2 bananes bien mûres, et ben on en met 3 ou même 4, celles qui sont toutes noires dans le bol de fruits et qu'on a envie de jeter à la poubelle, et ben on les écrase, et avec une préparation à base d'œufs et d'huile végétale et de farine, on mélange avec la banane, et moi j'ajoute souvent des petits copeaux de chocolat noir à 80% et des noix, et c'est délicieux. Génial, ça met l'eau à la bouche. Et de mon côté, je parlais du fait de remplacer par des légumes, éventuellement le sucre. J'ai coécrit donc avec Hélène, une autre amie de l'agro, un livre sur le sujet. Et il y a peut-être une autre astuce, entre guillemets, que je peux partager, qui est de remplacer la farine blanche dans les gâteaux par d'autres types de farine complète. Hein, tu parlais c'est comme pour le sucre, c'est mieux d'utiliser de la farine complète que de la farine blanche. On va être sur quelque chose de moins raffiné avec un index glycémique moindre, mais aussi d'autres types de farine. Moi je pense à la farine de pois chiche qui donne pas de goût, enfin moi de ce que je sens, et qui permet de donner un petit côté liant et de remplacer aussi une partie des œufs. Donc remplacer de la farine blanche par moitié farine d'épeautre par exemple complète et moitié farine de pois chiche, ça permet d'avoir un index glycémique plus faible, parce que ces deux farines ont la farine blanche c'est peut-être 80-90, je ne sais pas. J'ai en tête que farine de pois chiche on est plutôt autour de 30-40, donc ça permet vraiment de diminuer l'index glycémique du gâteau. Merci beaucoup Camille. Eh bien merci à toi Louise. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci à Camille pour ses lumières, merci à Mathieu Briard à la technique, merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer au mieux ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires sur Apple Podcast.